J'espère que vous m'entendez correctement. Il est possible que vous ne me voyez pas parfaitement. Le temps est très très variable là où je me situe à Paris et alterne entre pluie parfois même un peu violente et soleil. Et donc j'ai conscience d'être là dans un plein contre-jour. Voilà, mais peu importe, nous allons nous attacher au fond. J'ai grand plaisir. Oui, non, il y avait une. Xavier, tu as pris le micro. Tu voulais dire quelque chose déjà? Non, pardon. J'ai grand plaisir, merci Yang, d'animer ce webinaire aujourd'hui dont tu as rappelé l'origine au sein du programme Territoire Apprenant et les précédents webinaires qui ont été organisés. Donc la thématique de ce webinaire aujourd'hui, c'est Territoire Apprenant, compétences spécifiques locales, les nouveaux horizons des filières. Yang nous a fait part en effet des différents intervenants au cours de ce webinaire avec Ingrid Masili qui peut-être précisera un petit peu son parcours et de là où elle intervient et ses travaux plus précisément ainsi que mon prédécesseur à l'IFOCAP, mais aujourd'hui directeur de l'Université européenne des senteurs et des saveurs à Forcalquier. Donc, dans le cadre de ce webinaire sur plus précisément les compétences spécifiques locales dans le cadre donc, de ce territoire aussi de Forcalquier. Je vous propose tout de suite, Madame Masili, de prendre la parole. Alors voilà, vous avez un micro, vous intervenez là, voilà, vous ne changez pas de place. Voilà. Je vous propose d'abord de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, et puis nous avons quelques questions à vous poser. Oui, merci. Tout d'abord, je voulais remercier l'organisateur de cette journée, merci à Lyon et merci pour l'accueil ici à Fort-Calquier. On a eu la chance de pouvoir développer cet atelier, le planifier avec un atelier de création de parents. Je vous remercie pour cet accueil. Je suis Kimberly Masli. Je suis maître de conférence en sciences de gestion à Aix-Marseille Université, dans un territoire voisin, pas très loin de Fort-Calquier. J'enseigne en étudiants. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Ceci dit, la qualité tout à l'heure du son lors de l'expression de Yang était très supérieure à celle que nous avons là. Peut-être que voilà, vous pourriez vous rapprocher de l'ordinateur et prendre la parole directement dans le prise de son de l'ordinateur. Il y a un écho avec le micro qui n'est pas forcément des plus agréables. C'est ma perception, je ne sais pas si les autres, personnes à distance ont la même perception, mais Comme ça, je peux peut-être enlever le masque. c'est super top, c'est beaucoup mieux. C'est mieux comme ça? Génial, Ok. merci. Donc, je reprends. Donc, je suis maître de conférence en sciences de gestion à Aix-Marseille Université. Donc, j'enseigne la gestion des ressources humaines en DUT GEA à Aix. Et je suis également donc, chercheur attaché au LEST, qui est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail situé également à Aix-en-Provence. Donc, moi, je travaille depuis une dizaine d'années dans mes travaux de recherche sur le lien que l'on peut faire et que l'on a vu émerger depuis une dizaine d'années sur GRH et territoire. Et donc, c'est à l'occasion de ces travaux de recherche, des conférences que j'ai pu rencontrer Yang, qui m'a donc proposé d'intervenir pour ce webinaire. Super, merci. Alors, il est prévu que vous nous fassiez peut-être une présentation d'abord. On a, nous, préparé quelques questions à vous poser. Vous avez préparé, vous, de votre côté, un point de vue ou un point d'analyse, en tout cas, sur cette question des compétences spécifiques dans les territoires en lien avec le développement et les filières. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Si je me pose la question de manière très large. Oui. Voilà. Alors, déjà, donc la première question que Yang m'avait demandé de traiter, c'est le lien en fait entre la gestion des ressources humaines, l'entreprise, les entreprises et le territoire. En fait, donc globalement, en fait, d'où vient cette question? Donc, je vais
peut-être repartir de là assez brièvement pour rappeler en fait les travaux académiques et universitaires sont partis en fait d'observations et surtout en fait on peut rappeler qu'au départ GRH et territoire c'est une histoire déjà ancienne. C'est pas nouveau. En fait, déjà dans les années 1890, un économiste qui s'appelait Alfred Marshall avait déjà observé un lien en fait entre les entreprises, souvent artisanales, qui étaient regroupées sur des territoires et l'émergence en fait d'un savoir-faire local très fort. Et cette notion a été reprise dans les années 70 en Italie avec la notion de district industriel italien, donc souvent une multitude de petits artisans regroupés sur un même territoire. Et donc, on voyait émerger des compétences spécifiques, locales, des savoir-faire locaux. Donc, on a pensé qu'on avait oublié ce lien entre GRH et territoire, entre compétences et territoire. Et en fait, on l'a retrouvé dans les années 2000, en tout cas pour ce qui est de la recherche, avec l'émergence notamment des pôles de compétitivité. Donc, un peu plus tard que les années 2000, 2010 plutôt. Donc, aujourd'hui, pour revenir dans la période actuelle, ce lien entre RH, compétences et territoire, tout d'abord, c'est une question de réseau et d'innovation. Les entreprises, certaines entreprises sont en recherche constante d'innovation et pour enrichir donc leur approche, trouver de nouvelles capacités, de nouvelles ressources, nouer des partenariats, elles vont donc en fait s'inscrire dans des réseaux territoriaux, notamment qui peuvent être soutenus par les acteurs publics comme les pôles, mais pas seulement, d'autres types de réseaux, comme on peut en voir sur d'autres territoires. Et donc, aujourd'hui, GRH et territoire, c'est d'abord une question de réseau et d'innovation. Un deuxième point, c'est que GRH et territoire, c'est aussi une question pour les entreprises d'ouverture à leur écosystème. S'ouvrir, donc pousser les murs, si on peut dire, regarder parce que ce qui se passe à l'extérieur pour des besoins, pour répondre à des besoins auxquels l'entreprise ne peut pas forcément combler seulement en regardant en interne, entre ces murs. Et donc, parfois, certaines entreprises vont faire le choix volontairement d'aller attirer, recruter des candidats en développant leur marque employeur territoriale. Elles vont aussi parfois envisager des liens avec d'autres partenaires pour faciliter des transitions professionnelles, des reconversions, etc. Donc, ce deuxième point, c'est vraiment la question d'ouverture au marché local. Il y avait une question, peut-être? Non, Non, je ne sais pas s'il y avait une question sur le sujet. Non, non, je vous laisse poursuivre, allez-y. un dernier point, GRH et territoire, c'est une question pour moi aussi, plus récemment, de responsabilité sociétale. Ça émerge depuis aussi quelques années, c'est pas nouveau en soi, mais on voit ce lien encore plus fort aujourd'hui arriver avec la nécessité de prendre en compte la question du développement durable à tous les niveaux, à toutes les échelles. Donc aujourd'hui, l'entreprise, si elle s'engage dans une politique de RSE, il y a un lien très fort qu'elle doit nouer avec des parties prenantes et notamment les communautés locales. Et donc, elle peut aussi participer à des projets d'insertion, des projets d'inclusion et soutenir des initiatives locales en ce sens. Il faut savoir qu'aussi aujourd'hui, on a des actions publiques aussi. Donc là, je parlais des entreprises, mais de plus en plus, les acteurs publics sont incités aussi à nouer des partenariats avec les entreprises dans le cadre de projets multi-acteurs pour développer en fait des dynamiques territoriales. Voilà. Ok. Et vous nous avez parlé dans votre intervention là, de compétences territoriales. Alors, on a bien compris que la gestion des ressources humaines qui relève des entreprises est enrichie par le territoire. Vous nous avez donné plusieurs domaines dans lesquels a lieu cet enrichissement, mais vous avez également parlé de compétences territoriales. Alors, on sait ce que sont les compétences clés, on sait ce que sont les compétences transversales qui peuvent être recherchées par un employeur, par une entreprise. C'est quoi ces compétences territoriales et qu'est-ce qui peut
présenter pour une entreprise, en quoi est-ce qu'elles peuvent présenter un intérêt pour une entreprise? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette idée, ce concept? Tout à fait. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé au départ, la notion de compétence, c'est une notion appréhendée de manière individuelle. Donc on parle des compétences des individus, des salariés, et on la définit classiquement comme une combinaison de ressources qui rendent capables à un moment donné de réaliser une tâche, une activité, donc de manière un peu générique. Au fil du temps, donc, la notion de compétence, elle a été envisagée à d'autres échelles, à différents niveaux. On parle effectivement depuis longtemps aussi de compétences collectives, quand on va parler de compétences au niveau d'un projet, d'un groupe d'individus. On parle aussi des compétences au niveau d'une organisation, quand on parle d'un savoir-faire particulier qu'une organisation va développer. Et peu à peu, donc dans ce contexte de multiplication des réseaux, etc., on a été amené à évoquer la notion de compétence territoriale. Donc, c'est effectivement une notion assez récente qu'on travaille depuis quelques années, mais qui est très émergente, pas encore figée. Donc, les concepts évoluent. On est en constante D'accord. observation de ce qui se passe. Et on a aussi donc tenté d'expliquer pourquoi certaines régions, certains territoires étaient considérés comme plus dynamiques que d'autres. Au départ, on pensait que cette compétitivité, cette performance des territoires était liée en fait à l'exploitation des ressources naturelles. Au départ, c'était les mines de charbon, etc. Donc, on va exploiter des ressources et donc un territoire va être compétitif parce qu'on a ces ressources qui sont présentes. Mais en fait, au fil du temps et avec l'avènement en fait de l'économie moderne, finalement, on s'est aperçu que c'était pas seulement des ressources matérielles qui étaient en jeu dans la compétitivité des territoires ou dans les dynamiques de territoire, mais c'est autre chose. Donc, on a commencé à aller regarder la notion de compétence territoriale. Et aujourd'hui, on a un peu deux approches qui coexistent, qui ne sont pas forcément d'ailleurs opposées, mais qui coexistent. La première, c'est on aurait un savoir spécifique. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai développé tout à l'heure avec la notion de district. Un territoire va afficher une spécialisation dans un domaine. On est spécialisé sur la microélectronique à Grenoble. On est spécialisé, comme ici sur ce territoire, sur les senteurs et les saveurs à partir des plantes. On a un savoir-faire spécifique qui permet au territoire d'afficher de se démarquer, de se développer avec des logiques d'attractivité, de marketing territorial. On est plutôt dans la première approche. On a une deuxième approche qui va considérer que la compétence territoriale, elle est vraiment plutôt relative à la capacité qu'ont les acteurs du territoire à travailler ensemble, à nouer des projets, à créer des interactions. Et donc, en fait, cette compétence territoriale, elle va être liée aux interactions fertiles. Elle peut être mise en veille à un certain moment donné et se réactiver à l'occasion de projets qui nécessitent la coordination, la coopération d'acteurs du territoire. Voilà, donc les deux approches sur les compétences territoriales pour l'instant, mais voilà, c'est toujours en cours de discussion, de réflexion, et donc on est aussi preneur de vos retours, etc. Ok. Alors, on a un point de croisement là entre les entreprises et les territoires et le territoire. Quels sont pour vous aujourd'hui, précisément, peut-être, enfin directement liés d'ailleurs à cette question-là sur les compétences territoriales, les angles de recherche qui vous semblent les plus intéressants, qui sont actuellement explorés pour comprendre ce point de croisement-là entre territoire et entreprise? Alors, il faut savoir que depuis donc une quinzaine d'années, donc le courant de recherche en GRH et territoire, qui est un courant qui représente une quarantaine de personnes en France, donc c'est un petit courant de recherche, c'est beaucoup d'abord penché sur la question de la collaboration. Donc, comment on noue des projets collaboratifs sur les territoires, que ce soit pour développer l'innovation, que ce soit pour développer des projets de GPEC territorial, etc. Donc, on a beaucoup travaillé plutôt sur l'angle de cette entrée-là. Aujourd'hui, moi, ce que je vois comme futur, comme projet, comme piste de recherche importante, c'est d'une part la question de l'outillage et des outils, Oui. notamment pour en avoir parlé,
travaille sur ce point-là avec Yang, on essaye de travailler, c'est que même si, par exemple, des outils sont beaucoup utilisés par des acteurs de terrain pour faire des diagnostics de territoire orientés RH, ça a été relativement peu documenté dans la recherche académique. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de travaux pour faire des diagnostics de territoire dans des approches par des économistes ou des géographes, mais où la dimension du capital humain, des compétences, n'est pas suffisamment prise en compte. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Je vois une deuxième piste aussi sur les résultats des projets de territoire. Donc, comme je l'ai dit, on a beaucoup essayé de regarder ce qui favorisait l'émergence ou les difficultés rencontrées dans les projets. Mais maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver à évaluer les apports de ces projets, mais pas forcément des apports quantitatifs. Bien sûr, les apports quantitatifs vont être demandés par des financeurs sur des projets, ça peut être en termes de formation, etc. Mais au-delà de ça, comme je vous parlais de compétences territoriales, c'est est-ce qu'on peut arriver à identifier les apports ou les externalités qui sont créées pense-nous de tels projets sur des territoires. Et enfin, un dernier point que je vois aussi comme essentiel, qui est lié là aussi au développement durable et à la RSE. Donc, c'est une approche vraiment pas que RH, mais beaucoup plus vaste, qui demande à être poursuivie pour mieux cibler les liens qui peuvent se développer entre GRH, développement durable, RSE et territoire. Même si ça a déjà été enclenché, mais je pense qu'on a besoin de continuer à réfléchir dans cette voie-là. D'accord, ok, très bien. Ce qui ouvre effectivement tout plein de questions, et je veux me tourner peut-être vis-à-vis des personnes qui sont derrière vous, ou des personnes qui sont face à nous, dans l'écran, dont les caméras sont allumées ou coupées. N'ayez pas peur, hein, ne soyez pas timide, allumez vos caméras. Vous avez peut-être des questions à poser à Ingrid Mazzilli, qui a abordé des sujets extrêmement passionnants. Donc il y a peut-être des remarques, hein, des questions, des illustrations peut-être aussi, des exemples ou des besoins d'approfondissement. Qui est-ce qui souhaite poser peut-être une question? Oui, monsieur Ginoyer, nous vous écoutons et Ingrid Mazzilli vous écoute. Je vous écoute. Peut-être qu'il faut activer votre... Alors activez votre micro. Oui, nous voyons votre petit micro sur l'écran est coupé. Voilà, ça doit être bon. Super, ça fonctionne. Merci beaucoup pour cette expérience, c'est super. Je reviens sur, enfin, j'ai beaucoup entendu compétences territoriales, mais ce que je voulais souligner, c'est que dans un territoire, il y a des individus. In fine, ce sont des individus qui acquièrent des compétences, comme celle, par exemple, vous avez parlé de la capacité à travailler ensemble. Bon, c'est à travers des expériences, à travers du quotidien, à travers du vécu que finalement on apprend à travailler ensemble et on apprécie de travailler ensemble. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de s'ouvrir sur des... ouvrir par exemple sur des entreprises, puisque si on parle de GRH, on va forcément s'intéresser aux besoins présents et futurs des entreprises et des organisations, pas forcément à l'intérieur, au centre du territoire, mais sans doute autour. Donc, on voit là que le système, il doit être ouvert, souple et adaptable et à géométrie variable quelque part. Alors moi, la question... oui, les compétences aussi qui me semblent à développer, c'est des compétences de leadership et d'entrepreneuriat, parce que oui, Jiang a eu la gentillesse de rappeler des éléments de la conférence que j'avais faite l'autre fois, et j'avais insisté sur le fait que je crois qu'un territoire se construit autour d'un projet. Voilà, il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une volonté partagée, mais au départ, il y a quand même une ou quelques personnes qui portent ce projet, qui ont une envie, qui ont une esquisse de préfiguration de ce que pourrait être leur territoire, de ce qui pourrait devenir. Donc, ils portent ce projet. Les compétences de leadership me semblent être importantes. Donc, voilà, la question que je vous pose, c'est qui chez vous est à l'origine de ce projet, qui l'a porté, qui a convaincu les autres, parce que ça aussi, c'est une compétence importante
se croit, hein. On n'a pas comme ça tout de suite autour de la table des gens qui sont à égalité de connaissances, de motivation, de conviction, d'envie. Non, je crois que c'est à géométrie variable et qu'il faut bien qu'il y ait un catalyseur, quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui y croit et qui finalement va faire que dans cette mise en scène, peut-être j'oserais dire, les gens vont être de plus en plus intéressés, ils vont rester, ils vont développer ce type de compétences, à apprendre à travailler ensemble et à développer quelque chose d'innovant, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu soupçonner dès le départ aussi. Donc ça aussi, ça peut être ma seconde question, c'est qu'est-ce que vous avez découvert au fil de l'eau? Donc la première... Merci Alexandre Noyer. Il y a plusieurs questions. Je vais laisser Madame Azili répond. Je pense qu'il y a une partie de vos questions qui seront tout à l'heure aussi renvoyées à Xavier Lemonde, hein, sur qui est à l'origine d'un projet, sur l'exemple du territoire de Forcalquier peut-être, de remettre ça en perspective sur l'exemple concret d'un territoire. Nous vous écoutons, pardon de vous avoir coupé. Pas de souci. Donc, la première question, ce serait qui est à l'origine de ces projets de territoire, si j'ai bien compris. En fait, je ne peux pas vous donner une seule réponse. Je peux juste vous dire qu'il y a de multiples réponses parce qu'en fait, chaque territoire comporte ses spécificités, son histoire, sa culture de travail local. Et effectivement, dans ce que j'ai vu, mais je n'ai pas vu tous les territoires, donc vous en avez vu d'autres et vous avez peut-être vu autre chose, mais j'ai vu différents cas de figure. Donc, j'ai vu des projets effectivement avec ce qu'on appelle peut-être un acteur tiers qui va être effectivement très moteur sur son territoire et qui, parce qu'il présente une personnalité, etc., et qu'il a de multiples relations et qu'il fait lui-même partie d'une organisation considérée comme très légitime sur son territoire, va lui-même impulser. Donc ça, je l'ai vu. Mais pour autant, c'est pas une approche qui fait l'unanimité dans le champ de la recherche académique, puisque en fait, d'autres collègues ou certains collègues pensent que c'est plutôt en fait vraiment le poids du collectif qui à un moment va faire que le projet va se mettre en place et que ce ne serait pas uniquement lié à un individu, mais plutôt aux interactions qui vont se créer à un moment. Alors, en réalité, on est peut-être dans une approche, c'est jamais totalement l'un ou totalement l'autre, mais on va avoir on va placer, selon les projets de territoire, on va avoir des configurations qui sont différentes à chaque fois. Dernier point de réponse aussi, ce que je peux dire, c'est que souvent, on a quand même des projets qui peuvent être impulsés aussi grâce à l'action publique, avec ce que ça comporte aussi comme limite hein, et comme cadre que ça impose, mais on peut avoir aussi parfois de tels types de projets. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question. La deuxième, pardon, je crois que je n'ai pas bien saisi la deuxième question. Elle portait plutôt sur l'entrepreneuriat. Monsieur Ginoyer, est-ce que vous estimez avoir eu réponse à toutes vos questions et... Oui, on va Oui. peut-être laisser la place aux autres. Non, moi, je relevais aussi dans votre remarque la place importante du leadership dans le projet, voilà, d'avoir un projet, de donner un sens pour mobiliser les énergies et les acteurs. Et j'ai en tête à l'IFOCAP, vous connaissez tous plus ou moins, ou les uns et les autres, l'IFOCAP, nous organisons des conférences, un cycle de conférences sur les mardis de l'IFOCAP, et nous avions cette année réfléchi sur le pôle territorial, sur les pôles territoriaux de coopération économique, et c'est un sujet sur lequel effectivement on avait également travaillé et bien marqué le fait que la formation au leadership, la formation à la conduite du projet est extrêmement importante pour donner au territoire, mobiliser les compétences dans le territoire, voire créer dans un territoire des compétences spécifiques qui permettent de développer des projets collectifs. Voilà. Petite parenthèse IFOCAP. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques sur cette intervention? Je regarde dans la salle et je vois un doigt qui se lève au fond. C'est un peu loin, je crois reconnaître Brigitte, mais je ne suis pas sûr. Elle arrive. Elle arrive. Alors, avec le micro, a priori. Alors, Avec attendez. le micro. Je vais me pousser un petit peu pour que vous puissiez la voir. Voilà. Je voulais vraiment remercier pour votre intervention. C'est rassurant, en fait.
Voilà, même si du chemin reste à parcourir, en tout cas, vous l'avez historiquement situé, et du coup, voilà, c'est un encouragement à poursuivre. Moi, j'avais une question, effectivement, donc gestion des ressources humaines, compétences et territoires. On peut peut-être y ajouter construction des compétences, parcours d'apprentissage, parcours de construction des compétences, et on élargit le spectre des acteurs, et c'est peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, le moyen de donner du sens aussi, et Alexandre Strassenfeld, parce que vous portez cette idée d'apprentissage tout au long de la vie, Alexandre, et donc ça donne d'autres perspectives. Enfin, je ne sais pas, quel est votre point de vue par rapport à ça, concernant ce qu'on appelle l'accompagnement, la formation, l'accompagnement des parcours de professionnalisation. Enfin, quel est votre avis, quel est votre point de vue par rapport à ça, ou c'est autre chose? Comment vous voyez ça? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Je réponds à la question, donc malheureusement, je dois leur tourner le dos. Donc effectivement, non, la question des parcours de formation, y compris auprès des plus jeunes et des jeunes, fait pour moi intégralement partie en fait de cette question-là, notamment dans ce que l'on peut voir dans les projets de ce qu'on appelle de GPEC territorial, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce que j'ai vu, après il y a d'autres dispositifs et plein d'autres actions qui se développent dans les territoires, mais moi ce que j'ai vu, c'était du coup des territoires qui cherchent à développer certaines compétences parce qu'on identifie des besoins, mais par contre, on a besoin, mais on n'a pas les compétences. Donc, il faut former, il faut se rapprocher des centres de formation, il faut se rapprocher parfois aussi déjà même des lycées pour expliquer aux jeunes ce que c'est ce métier-là, qu'il y a de l'emploi, que c'est un métier sur lequel ils vont pouvoir avoir une carrière, avoir un métier, etc. Ça, je l'ai beaucoup vu. Moi, je suis originaire des Alpes, où j'avais fait mon travail doctoral sur la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, pour vous citer un exemple, en fait, les décolteurs ne trouvaient pas suffisamment les compétences dont ils avaient besoin pour leur activité. Mais les jeunes du territoire et de cette vallée ne voulaient pas, en fait, ne s'orientaient pas spontanément vers ces métiers puisqu'ils avaient eux-mêmes vu leurs parents. Il y avait plutôt une image négative de ces métiers-là. Et donc, il y avait tout un travail qui avait été initié depuis plus d'une dizaine d'années pour justement présenter ces différents métiers. Donc, effectivement, et ça a marché au fil des ans. Donc, voilà, pour répondre à votre question, c'est intimement lié et ça en fait partie, tout à fait. Ok. Merci Ingrid Mazzilli. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en avais peut-être une, c'est sur l'approche territoriale. Votre analyse, est-ce que votre analyse conclut à une échelle pertinente, quoi? Est-ce qu'il y a des échelles dans lesquelles la compétence territoriale s'exprime plus facilement que d'autres? Ou autrement dit, est-ce qu'au-delà d'une certaine échelle, la chose devient tellement diffuse qu'elle apparaît moins opérante? C'est une très, très bonne question. Je pense que je pourrais l'ajouter donc dans les pistes de recherche. Je ne pourrais pas vous répondre là, vraiment, parce que je ne sais pas. Parce qu'en fait, par territoire, souvent, on a l'habitude de botter en touche quand on nous demande quel est le périmètre, qu'est-ce que c'est un territoire. Et en fait, Ouais. souvent, on parle de territoire construit, un territoire qui se crée par les interactions locales et dans le cadre de projets. En opposition à un territoire prescrit, qui est un territoire plutôt administratif avec des frontières bien délimitées. Donc, un territoire construit, il est à géométrie variable. Donc, je vote pour cette. Merci. Je m'attendais à cette réponse, mais je trouvais utile de la poser malgré tout, et ce n'était pas une question piège. Merci Ingrid Mazzilli. Y a-t-il d'autres questions? Et à défaut, je vérifie également les horaires. Nous passons la parole à notre hôte, accueillant également pour vous qui êtes sur place, que l'on voit, à Fort-Calquier, avec Xavier Lemonde. Merci Ingrid, on vous retrouvera tout à l'heure certainement pour débattre ou pour d'autres questions.
Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Alors, est-ce que Xavier, tu peux, je me permets de te tutoyer même en ligne, je peux le faire comme ça, on dit qu'il y a des formes en ligne, etc. Souvent dans la presse, on voit les gens qui se vous voient alors qu'ils se tutoient dès que la caméra est coupée, on ne va pas prendre ce type de manière. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter peut-être qui tu es et puis qu'est-ce que l'UESS? Oui, du coup, vous dire effectivement que j'ai pris la direction de cette université européenne des senteurs et des saveurs début mars, donc c'est tout récent, et que je suis dans cette phase à la fois d'observation, d'analyse du contexte pour penser aussi à l'évolution de cette structure. Alors, dans cette analyse et précédemment, effectivement, mais tu l'as dit tout à l'heure, voilà, j'avais dirigé l'IFOCAP, donc c'est aussi avec cette culture voilà, que j'arrive à cette responsabilité. Alors, je me suis servi beaucoup des différents webinaires précédents de Territoire Apprenant comme grille de lecture aussi de ce qui se passe ici, ce qui s'est passé jusque-là sur Forcalquier particulièrement à l'Université des Senteurs et Savoie et sur cette histoire. Donc en fait, l'université, c'est une association loi 1901 qui a 20 ans d'âge et qui a été donc créée par des chefs d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'avoir un visionnaire. Il y en a eu un, Jacques Bardouin, qui était en fait on va dire d'abord un enfant du pays, quoi, et qui chef d'entreprise d'une distillerie qui perdure encore aujourd'hui, qui a changé de même et qui perdure aujourd'hui sur Port-Calquier. Et cet homme, il a eu on va dire, cette conviction et cette vision de vouloir reprendre ce lieu du couvent des Cordeliers, donc, qui était un couvent qui était dans le domaine privé et puis qui a été cédé au domaine public, et d'en faire un espace effectivement de valorisation de l'écosystème senteur-saveur. Et notamment avec l'idée, je pense que ça rejoint des choses qui ont été dites par Madame Vasili juste avant, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a une préoccupation à la fois de créer du réseau, de faire du réseau, d'innover. Et donc ce lieu était le siège d'un master d'analyse sensorielle, entre autres, hein, une partie du master voilà, qui était animée par l'université d'Aix-Marseille, une partie se faisait ici. Voilà. D'accord. Donc, je crois que, et dans cette première, on va dire, la présidence de ce président fondateur, il a à la fois œuvré à implanter ce volet formation et puis en même temps à rénover le lieu. Voilà. Et donc, on l'a vu, je pense par exemple au webinaire qu'on a fait avec Goutela. Voilà, les choses aussi, à un moment donné, se sont formalisées, structurées autour d'un patrimoine, un lieu remarquable dans lequel ça s'est incarné. Ok. Merci Xavier. Je veux te poser ensuite la question directement en lien avec le thème que nous traitons aujourd'hui. Pour l'université des saveurs et des senteurs, qu'est-ce que veut dire le territoire? Ou peut-être quel est l'ancrage en fait territorial? Est-ce que si cette université était ailleurs, ce serait la même? C'est quoi le lien entre ce territoire et l'UESS? Alors, les liens avec le territoire sont multiples. Peut-être pour dire, j'ai parlé d'abord de cette dimension universitaire qui avait lieu, bon, aujourd'hui qui n'est plus, et on pourra en reparler par la suite. Mais après, dans la deuxième décade on va dire, des 20 ans de l'université, il y a eu toute une partie plus investissement dans la création de musées. Donc, à l'intérieur ici de l'université, on a plusieurs activités. On a une activité formation, on a un musée. Alors, un musée qui retrace l'histoire du territoire, hein, et puisqu'on est dans la thématique des filières, on est dans l'histoire en fait des plantes aromatiques
et à parfum du territoire autour de Forcalquier, de la montagne de Lure, voilà, qui démarre au début des années 1800 par d'abord une tradition de cueillette, d'abord de la cueillette, voilà, et puis de là, se sont développés à la fois un artisanat, une industrie de l'extraction, et puis par la suite, voilà, de la formulation de produits qui peuvent être soit dans le domaine de la cosmétique ou des senteurs. Donc c'est toute une histoire qui effectivement et donc qui est relatée dans ce musée. Donc, voilà, l'université, au fur et à mesure, par ces actions-là, elle s'est ancrée en répondant, voilà, en étant voilà, garant un peu du patrimoine culturel du territoire. Et puis également, voilà, peut-être je peux parler, évoquer aussi que ces entreprises, au-delà d'être réunies en association, elles ont créé aussi une route des senteurs et saveurs. Ça rejoint une dimension qui a été évoquée précédemment autour d'une logique de marketing territorial. Donc, si les entreprises se sont investies dans cette université, c'est parce qu'elles recherchaient un intérêt, bien sûr, aussi, hein, et un intérêt de valoriser à la fois ces traditions et l'image du territoire, en proposant aujourd'hui une route des senteurs et saveurs qui est un parcours en fait de tourisme industriel pour découvrir ce que sont devenues aujourd'hui ces entreprises qui soit sont restées familiales, soit ont pris un peu plus d'ampleur, quoi, voilà, mais qui constituent finalement voilà, l'essentiel de l'emploi aussi sur ce territoire. Ouais, donc une manière aussi de catalyser finalement ces compétences et de faire ensemble un projet collectif de marketing territorial, quoi, autour de l'UESS. Et après, comme toute vie associative, on arrive peut-être à une phase où il faut réfléchir à comment relancer, réactiver le projet, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que, peut-être plutôt devrais-je dire, quelles compétences l'UESS déploie pour appuyer justement l'écosystème, puisque c'est l'écosystème qui fait l'UESS. Je parlais de gouvernance par les entreprises également du territoire. Comment est-ce que l'UESS déploie des compétences et quelles compétences l'UESS déploie pour appuyer l'écosystème des plantes aromatiques et médicinales dans ce territoire de Forcalquier? Alors, plusieurs éléments de réponse. Déjà, peut-être dans la présentation, je ne suis pas allé jusqu'au bout pour dire qu'on est une équipe de 5 salariés, plus des saisonniers sur une partie magasin et musée. Donc, c'est une petite équipe, une multiplicité de métiers. Et donc, la façon de répondre à cet écosystème, ça va être effectivement d'être plutôt, c'est en tout cas mon analyse aujourd'hui, dans un rôle d'animation territoriale, de mise en relation des acteurs. D'accord. Voilà, plus que sur une approche spécialisée, parce que j'ai parlé, enfin voilà, on a quand même une multiplicité de secteurs professionnels, hein, que ce soit de l'agroalimentaire, de la cosmétique, des parfums d'ambiance, voilà, donc chacun a son cadre. Son cadre réglementaire, son cadre voilà, technique, tout ça. Donc nous, on ne peut pas être en mesure de répondre à tout ça, mais par contre, l'idée aujourd'hui, elle est de renouer un certain nombre de partenariats, voilà, parce qu'il y a des histoires aussi passées. Hein, la question des pôles de compétitivité ici sur le territoire a beaucoup bougé, il y a eu des refontes, tout ça. Et aujourd'hui, ça serait de renouer en tout cas un lien avec le pôle de compétitivité Innovalliance qui est basé à Avignon, pour se dire comment on apporte le service dont ont besoin voilà, chacune de ces entreprises dans des secteurs particuliers. Et je pense qu'on existera, c'est un peu l'intervention précédente aussi qui me fait penser à ça, que si on est dans cette animation de réseau et ce volet innovation, voilà, être à la fois sur les deux, voilà, accompagner l'innovation et la mise en réseau des acteurs.
D'accord. Ce qui veut dire en fait que l'UESS n'est pas un animateur d'une filière, mais plutôt en lien dans l'écosystème avec l'ensemble de ces acteurs qui font, eux, filière pour certains, et ce qui permet à l'UESS de construire entre les acteurs des synergies et des projets, quoi. C'est ça le... C'est un chef d'entreprise que j'ai interviewé qui me faisait Mmh. prendre conscience de la différence entre écosystème et filière. Mmh. Et en disant, en fait, abusivement, ici même, hein, sur le territoire, on a parlé de filière, senteur et saveur. En fait, il y a une telle diversité de secteurs d'activité, comme je viens Ouais, de ouais, dire, ouais, c'est ça. qu'on ne peut pas parler de filière. Donc, c'est bien cette notion plutôt d'écosystème avec comment les uns et les autres se nourrissent. Et voilà, donc je voulais dire ça, et puis je voulais dire du coup que la notion de filière réapparaît et on revient aussi, nous, dans un rôle aussi aujourd'hui d'accompagnement des entreprises qui sont soucieuses de renforcer leur sourcing, donc leur approvisionnement en ingrédients du territoire. Et ça passe par effectivement un travail de structuration de filières à l'échelle du territoire. Et là, nous, on peut être au cœur de cette animation en faisant le lien avec la production agricole, en faisant le lien avec les métiers de l'extraction et en faisant le lien après avec des PME qui sont sur la formulation et derrière la distribution de ces produits. Ok. Merci Xavier. Voilà. Non, tu voulais compléter? Non, je voulais juste dire un autre point, hein, c'est que bien sûr, une inspiration par rapport à ce qui a été fait, ce qui se fait, que tu as évoqué à l'IFOCAP autour des mardis de l'IFOCAP. C'est-à-dire que je pense que j'aimerais en tout cas appuyer le fait que l'université soit un lieu de rencontre. C'est un mot qu'on a entendu sur des webinaires précédents. Et donc, travailler sur l'écosystème, c'est aussi arriver à faire en sorte que des entreprises qui ne sont pas du même secteur d'activité trouvent, comment dirais-je, un intérêt à se retrouver ensemble. Et c'est pas évident. Voilà. Et donc ça, je vois bien que ça pourrait passer par un système peut-être, enfin une offre de conférence. Et là, on revient sur cette thématique senteur-saveur. Donc voilà, au mois d'octobre, on va démarrer, on programme une conférence sur des problèmes, voilà, toujours à cheval entre les questions on va dire professionnelles et sociétales. On sort d'une phase de Covid, on a entendu qu'il y a eu des pathologies autour de l'olfaction, et donc on va s'intéresser à ces sujets-là en faisant appel en fait à des ressources externes. Hein. Je crois que ça a été dit, l'ouverture nécessaire pour innover, en allant chercher un chercheur, voilà, du CNRS qui a travaillé sur les process comment dirais-je, les protocoles, pardon, de rééducation sensorielle post-Covid. Voilà, donc c'est ça notre rôle, me semble-t-il, en tout cas, c'est aussi d'amener de la matière à réfléchir à tous ces chefs d'entreprise pour les maintenir dans une posture d'innovation. Très bien, merci Xavier pour cette ouverture dans vos réflexions. Y a-t-il des remarques, des questions à Xavier sur cette expérience du rôle de l'UESS dans le territoire de Forcalquier? Est-ce que je vois des doigts qui se lèvent? Je vois le doigt de Yang qui se lève, mais oui, pas d'autres? Excuse-moi, Yang. Non, pas d'autres? Nous t'écoutons, Yang. J'avais une question à poser à Xavier sur ce que disait Ingrid, sur l'orientation un peu des RSE, de l'écosystème, comment eux tu vois l'UESS dans cette nouvelle orientation, comment on peut appuyer, faire du lien. Alors, l'orientation, elle n'est pas nouvelle, en tout cas dans les différents contacts que j'ai pu avoir avec les chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est une préoccupation voilà, récurrente, en tout cas, que cette dimension de RSE, à la fois pour leurs salariés et pour là aussi une question d'ancrage des entreprises sur le territoire. On est quand même voilà, dans un territoire où on est sur des problématiques quand même d'emploi fortes et également
comment dirais-je, des besoins qui ne sont pas forcément satisfaits au sein des entreprises. Donc, il y a une discordance, d'accord, entre l'offre et la demande en termes d'emploi. Alors, sur ces questions de RSE, je pense qu'aujourd'hui, voilà, les entreprises sont sur ce sujet-là. Ce que j'aimerais peut-être arriver à proposer, à développer, c'est que la réflexion RSE elle soit mutualisée entre les entreprises du territoire. Et que ce ne soit pas chaque entreprise qui raisonne de son côté sa politique RSE. Et je pense que de ce côté-là, ça fait du lien aussi. Hein. Je cite un entrepreneur, un chef d'usine que je rencontrais la semaine dernière et qui me dit, sur des postes de chef de ligne, par exemple, dur de trouver le personnel, mais parce qu'il y a concurrence et notamment on est sur de la PME moyenne et quelquefois, voilà, il y a des conditions extra-salariales, extra-contractuelles qui sont proposées à des salariés dans des entreprises plus grosses et qui font concurrence. Et donc, peut-être, pourquoi pas, hein, l'image justement d'inspiration qu'on a pu entendre dans le territoire programme, territoire apprenant ou dans les animations portées par Sol et Civilisation. Je pense au territoire de Figeac, voilà, comment à un moment donné on est en mesure, voilà, d'essayer de mettre en relation les acteurs pour partager des besoins et créer quelque chose de plus collectif. Mais ce n'est pas forcément la culture ici, voilà, hein, de façon, il faut le dire de façon, c'est un jugement particulier, mais je crois que c'est un héritage, c'est une histoire. Cette culture mutualiste, elle est pas forcément, en tout cas, acquise, et du coup, voilà, elle appelle à une animation, en tout cas, de fond. D'accord. D'autres questions, remarques? Non, pas particulièrement. Dans les ventes aux enchères, on dit une fois, 2 fois. À juger, sans regret. Voilà. OK. Ce que je vous propose pour poursuivre, c'est peut-être que les différents partenaires présents témoignent hein, voilà, en termes de prise de recul hein, sur ce que l'on a entendu ce midi, sur cette notion de compétences spécifiques locales. Alors, j'ai pas en vue forcément, Yang, les partenaires présents. Peut-être Sol et Civilisation d'abord. Je sais que les maisons familiales sont présentes également, puisque Brigitte a dit un mot tout à l'heure. Il y a peut-être d'autres partenaires présents. Allô, allô. Qui veut commencer peut-être en synthèse ou en prise de recul sur ces deux interventions? Oui. Merci Laurent. Par rapport aux compétences spécifiques, enfin aux compétences territoriales, ce que nous avons pu observer au fur et à mesure qu'on a avancé dans le programme Territoire apprenant, mais aussi à la lumière des travaux que nous avons menés dans la quête de la gestion territoriale des emplois et des compétences des années précédentes, c'est que finalement, il y a un vrai point d'innovation qui se crée lorsque l'espace n'est pas totalement neutre dans une approche de compétences. C'est-à-dire que on fait comme si pendant longtemps qu'une compétence peut être déployée un peu partout en France, un peu partout dans le monde de manière absolument identique et valorisée de manière absolument identique. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on le voit bien dans certaines entreprises. Par exemple, être soudeur sous-marin, c'est très particulier. Voilà, il n'y a que dans quelques entreprises que cette compétence est valorisée. La même extrapolation peut être faite pour des compétences sur des territoires. Et le point de jonction entre les compétences génériques et le territoire, c'est un point d'innovation extrêmement important. C'est un levier sur lequel les acteurs territoriaux peuvent travailler
pour pouvoir améliorer finalement deux enjeux majeurs de leur territoire. Le premier enjeu, c'est le capital humain, c'est l'ensemble des compétences humaines qui sont sur le territoire, et l'autre enjeu, c'est le capital social territorial, finalement, les dynamiques d'acteurs. Et donc, croiser les compétences au territoire permet d'ouvrir deux champs d'analyse et deux champs de travail finalement assez peu vus. On valorise bien sûr des monuments, du patrimoine, du paysage, etc. Mais on a le sentiment, au niveau de Sol et Civilisation, en tout cas pendant ces années de recherche, que finalement les personnes, l'humanité, notre humanité, les gens sont assez peu valorisés dans ce qu'il y a de plus remarquable. Et donc, la culture, etc., tout ça font partie, à mon sens, des questions de compétences. Voilà, je voulais juste ajouter. Et c'est la traduction de l'esprit un peu humaniste que véhicule l'association Sol et Civilisation en disant que les femmes et les hommes du territoire ont des compétences. Ces compétences ne sont pas neutres et il faut pouvoir les travailler. Et l'apport des partenaires est extrêmement intéressante. Alors, je n'ai pas cité Alain Ginoyer, mais bien sûr, il y a deux questions. C'est que est-ce que ça se fait seul ou est-ce que ça se fait dans un environnement, dans une capacité, c'est ce que dit le CMA. Et ben, c'est les deux ensemble, quasiment. Oui, il faut des gens compétents, oui, il faut les former, on le voit, mais sans environnement pour pouvoir les exercer, ça ne marche pas. Ça aussi, c'est un espace d'innovation. Voilà pour moi. Merci, merci Yang. Je vois une main levée qui est celle de Jean-François Olivier. Vous pouvez mettre votre micro, oui. Bonjour à tous. Donc Jean-François Olivier, je suis chargé de développement à la familiale et rurale de Fougères. Voilà. Donc je vais faire suite à ce que dit Yang. On a une prospective il y a quelques années avec lui, donc le pays de Fougères, et on est un établissement agricole. Et la question se posait quelles étaient les compétences des futurs actifs agricoles sur le territoire. Et par lié aussi tout ce qui est lié à la transition agroécologique. Et là, ça a mis en tête toutes les décisions sur la maison familiale. On a fait des recherches avec Agronews et d'autres partenaires. Et on pense également sur la partie numérique, préparer les actifs sur le numérique. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Moyen. Ouais, vous pas du tout en salle. Voilà, Jean-François Olivier, on n'a pas très bien entendu votre question. Du moins, les mots ne sont pas tous très clairs. Je crois que votre question était sur les transitions agroécologiques, c'est bien ça? Oui. Et donc, votre question était de savoir, de poser la question, de savoir s'il y avait un point de vue, un avis sur le développement des compétences utiles en matière de transition agroécologique. C'était ça en votre... Oui, c'était de faire le lien aussi sur les mutations. Ah, c'est mieux. C'était de faire le point sur les mutations des futurs actifs pour pouvoir effectivement répondre aux enjeux sociétaux. D'accord. C'est quelque chose qu'il faut relever sur la prospective qu'on a fait avec Yang. Mutation, voilà, besoin en formation des futurs actifs face aux mutations et aux enjeux des transitions agroécologiques. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut s'aventurer à cette réponse qui est une vaste question, mais effectivement, je suis certain que les organismes de formation initiale s'interrogent sur cette question. Est-ce que c'est le lieu d'y répondre? Est-ce qu'il y a un développement à faire là-dessus? Un travail pour l'agro, mais sur la question de transition. Xavier arrive. Juste peut-être en guise de témoignage, alors on va pas être dans l'agroécologie, mais
pour dire aussi que les autres secteurs d'activité aujourd'hui sont en réflexion sur ces questions de transition écologique. Et par exemple, ici, sur le territoire de Forcalquier, j'ai parlé des métiers d'extraction et de formulation. Sur la partie extraction, il y a des recherches actives et déjà bien avancées sur le fait que la distillation étant un mode d'extraction qui est fort émetteur de gaz à effet de serre, de CO2, ben, par exemple, on cherche voilà, à des modalités d'accord moins génératrices de CO2, donc soit par voilà, des techniques de micro-ondes. Et puis là arrive une entreprise très innovante sur Forcalquier avec un nouveau principe par ultrasons. Voilà, donc je veux dire, il y a ce côté-là en tout cas de dire, et effectivement, ça pose des questions parce qu'on va être avec de nouveaux produits, un nouveau cadre réglementaire et comment on accompagne finalement l'aval de ces entreprises dans leur capacité à s'adapter avec des nouveaux ingrédients, des nouveaux produits issus de ces nouveaux procédés. Et j'ajouterais peut-être en témoignage complémentaire, merci Xavier, qu'il y a effectivement cette question de la recherche pour s'adapter, pour prendre en main les transitions, les changements, les ruptures aussi peut-être d'ailleurs. Et il y a aussi une question de compétences humaines, hein, c'est-à-dire que l'accompagnement de projet, l'accompagnement au changement, la capacité à l'écoute, l'empathie des acteurs, des dirigeants vis-à-vis des acteurs qui doivent faire des pas de changement importants sont également des compétences qui sont importantes. Voilà. Donc il y a effectivement des éléments techniques de recherche et d'accompagnement au changement technique, et puis ce qu'on appelle peut-être voilà, les compétences transversales, les soft skills, qui sont également à considérer, des acteurs à former pour accompagner les changements qui sont profonds et qui sont aussi des changements de plus grandes incertitudes. Voilà. Ouais. Oui, monsieur Ginoyer. Je vais changer un petit peu de sujet, mais ce qu'on vient de voir montre bien que c'est en discutant ensemble qu'on peut résoudre plus facilement des questions que l'un ou l'autre se pose dans le tour de table, et en faisant appel aussi à des spécialistes à l'extérieur, et là tout le monde est gagnant. Non, je voulais revenir sur la notion de GPEC territorial. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce concept, c'est la mise en adéquation. C'est la mise en adéquation entre quoi et quoi? Entre un territoire qui a des besoins présents et futurs, et même si ça fait un peu boule de cristal, je crois que c'est vraiment une démarche tout à fait intéressante que de se demander de quelles compétences on aura besoin demain, parce qu'on sait très bien que les emplois vont beaucoup évoluer, tous les organismes qui font de la statistique, des études le disent, dans les années futures, beaucoup d'emplois vont se transformer, vont disparaître, d'autres vont venir, donc il faut vraiment être à l'avant-garde de cette recherche, en observatoire, et d'autre part, il y a une population de gens qui n'ont pas forcément des emplois, qui ont des emplois qui vont disparaître, il y a des gens qui sont malheureux à leur poste et qui pourraient faire quelque chose de mieux. Donc, vraiment pour moi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur un territoire, c'est cette mise en adéquation de la meilleure façon qui soit de ces deux pôles qui doivent se rejoindre du mieux possible. On sait bien que si on force des gens à aller dans des emplois alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, qu'ils ne veulent pas, c'est pas bon. Et on a aussi sur des territoires des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre qui ne trouvent pas preneur. Donc c'est vraiment cette mise en adéquation qu'il faut viser. Moi, franchement, on observe un peu au CMA ce qui se passe. On n'a pas d'exemple, alors signalez-le-moi, on n'a pas d'exemple où ça se réalise vraiment bien. On a d'un côté des pôles emploi qui forcent un petit peu des gens à trouver n'importe quel emploi. On a d'autre côté des entreprises qui sont aidées par des FAF, par tout ce que vous voulez, mais qui ne trouvent pas preneur. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'il y a un champ qui s'ouvre devant nous,
qui est loin d'être satisfait. Un champ qui est énorme et qui est utile à tous. Parce qu'on se situe bien dans ce triangle d'or du développement durable. D'un côté, on a le secteur économique avec des entreprises qui doivent vivre et elles vivront d'autant mieux qu'elles auront les compétences dont elles ont besoin. On a le social avec cette population dont il faut vraiment s'occuper. Il faut chercher non seulement à ce qu'elle ait un emploi, mais à ce qu'elle soit épanouie. Et j'ai beaucoup aimé ce que Laurent, quand il a dit qu'il y a aussi les soft skills, il y a aussi tous les savoirs liés à l'humain et pas seulement professionnels. On fait beaucoup de recherches aussi en ce moment sur le recrutement. On sort de plus en plus on cherche une personne qui a tel diplôme, tant d'années d'exercice, etc., pour de plus en plus s'intéresser aux compétences liées à l'humain. Donc, c'est important, il y a encore du travail à faire. Et puis, évidemment, le côté écologique, le troisième pilier, où on ne peut plus ne pas s'occuper de la planète, qu'on soit industriel, qu'on soit paysan, qu'on soit simple consommateur lambda. Maintenant, voilà, il faut absolument lier ces trois pôles. On est loin d'avoir fini, même si c'est un lieu commun, on est toujours sur ce triangle d'or. Donc, pour finir, nous, au CMA, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'observer un maximum d'expérience. Au départ, ce qui nous intéresse, c'est que sur un territoire, toute personne, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, puisse plus facilement trouver des réponses pour satisfaire à leurs besoins de compétences, voilà, pour s'épanouir, pour leur développement professionnel et personnel de la manière la plus globale qui soit. Voilà, donc sur un territoire, soyons inclusifs. Intéressons-nous aux plus défavorisés aussi, intéressons-nous aux gens de tous âges, à tout le monde, pour que toutes nos expériences, même si c'est sur des rebonds, finalement arrivent à concerner un maximum de personnes. Je peux terminer peut-être avec un tout petit coup de pub. C'est que les 1er et 2 juillet prochains, on organise un forum mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, dont le titre est « Vers un épanouissement personnel et professionnel durable dans le nouveau contexte ». Et il y a un atelier sur les soft skills, mais il y a surtout un atelier sur les nouveaux espaces des apprentissages et qui inclut les territoires apprenants, bien entendu. Et c'est Patrick Vallès qui pilote cet atelier. Il y a déjà énormément d'inscrits, mais n'hésitez pas à aller voir, à vous inscrire quand même. C'est un des ateliers qui rencontre le plus de succès parmi 8. Donc, il y aura en plus une réflexion au-delà du franco-français. Il y aura des Chinois, il y aura des Sud-Américains, je ne sais plus qui. Mais enfin, voilà, il y aura une réflexion globale et mondiale sur ces nouveaux espaces de l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site www.cmatlv, Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, .org. Et là, vous verrez 6e forum mondial, etc. Voilà, j'ai fini mon petit coup de pub. Merci bien. Beaucoup de me l'avoir laissé. En tout cas, bravo pour tout ce travail que vous faites. Je trouve que séminaire après séminaire, tout évolue très bien et c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Merci. Je vous propose, sauf à ce qu'il y ait d'autres interventions ou prises de recul, témoignages justement des partenaires sur ce séminaire, sur ce webinaire ou sur le cycle. Voilà, je me rapproche. On entend mieux comme ça. Oui, je crois que c'est plus confortable pour vous. Merci, merci Laurent. En fait, les différentes interventions, les échanges me conduisent à me dire, mais enfin, toute l'importance de ce qu'on pourrait qualifier d'identité territoriale et une identité territoriale partagée. Parce que pour pouvoir s'engager dans les diverses démarches, il faut passer par une forme de prise de conscience de ce que l'on est, peut-être de ses atouts à l'échelle d'un territoire. Enfin, vous voyez, je me dis, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein. Je me dis aussi que
Vous savez, en MFR, on croit beaucoup à la formation organisée de manière à ce qu'elle permette des interactions avec l'environnement. Voilà, Piaget, grand pédagogue, le disait déjà, hein, le développement de l'enfant, voilà, il est possible parce que l'enfant est en interaction avec son environnement. Et du coup, dans nos discussions, je me dis, mais ça prend aussi tout son sens, parce que l'enfant qui deviendra adulte prend conscience aussi de ce qu'est ce territoire et peut prendre conscience de cette identité. Cela m'amène aussi à la manière dont les programmes sont organisés au niveau de l'enseignement agricole. Vous savez, bien sûr, nous avons des programmes nationaux, on comprend bien la légitimité. Toutes les formations portées, proposées dans le cadre du ministère de l'Agriculture présentent des espaces d'autonomie qui sont laissés à la liberté des établissements et qui permettent cette connexion au territoire. Et là aussi, je me dis, voilà, toute la pertinence hein, de ces espaces qui permettent la connexion et l'ancrage aussi territorial. Et puis, je ne sais pas si c'est une question que je me pose à moi-même et à vous-même. Vous savez, le mot adéquation, on l'utilise assez facilement. Et moi, elle m'interroge parce que est-ce qu'on peut être à la fois dans une approche, voilà, à la fois pragmatique, hein, c'est intéressant, mais en même temps humaniste. Alors, peut-on être économiste et humaniste? Sûrement. Mais moi, la question de l'adéquation, elle me pose, voilà, elle m'interroge. Et je me demande s'il ne faudrait pas privilégier peut-être la mise en relation entre les projets des entreprises, les besoins des entreprises, voilà, inscrits dans une identité territoriale, porteuse de compétences spécifiques territoriales et des projets, des hommes et des femmes, parce que, enfin, je sais pas, est-ce que l'adéquation ne place pas seulement les hommes et les femmes en tant que ressources, voilà, du territoire? C'est un peu une question. Je n'ai pas de réponse, mais c'est une petite question ou grande question, voilà. Et je m'arrêterai là sur la grande question ou la petite question à partager. Et voilà, je laisse ma place. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Merci, mais c'est une question intéressante et voilà, ouais, qui mérite d'être effectivement posée. Y a-t-il d'autres éléments de commentaires? Une conclusion est prévue hein, à ce webinaire avec Monsieur Caspar qui est là. Je le vois en face de moi avec son masque. Je vous invite, Monsieur Caspar, à descendre. Voilà, pour venir plus proche de l'écran et du micro et nous livrer ce que vous a inspiré peut-être ces différents échanges, ces différentes questions, ces différentes réflexions que nous avons eues ce matin, ce midi. Bien, je vous remercie. Ça m'a inspiré pas mal de réflexions parce que c'est un vieux débat, un très vieux débat, y compris dans les entrées qui ont été soulignées par notre intervenante, à savoir effectivement que d'un côté, on peut entrer par des savoirs spécifiques liés à des activités elles-mêmes spécifiques. Je vous rappelle que la France est la championne des procédures territoriales qui n'ont rien amené, à commencer par ce qu'on a appelé les systèmes productifs locaux, qui avaient bien pour objet, justement, d'essayer de travailler sur ce genre de questions. Ceci parce que, de mon expérience, je prétends que souvent on a forcé la main aux populations locales et on a cherché à leur faire nouer des partenariats avant d'en ressentir le besoin. Gros problème français.
Bon, également la seconde entrée, la capacité des acteurs à travailler ensemble. Effectivement, le gros problème, c'est de trouver des alibis pour les faire travailler ensemble. Parce que naturellement, ils ne travaillent pas ensemble. Alors la formation, les formations territoriales qu'on appelait au développement global il y a bien longtemps, étaient de merveilleux alibis pour faire travailler une population ensemble, ainsi que le fait de leur faire produire par eux-mêmes des diagnostics de territoire. Maintenant, la plupart du temps, c'est des sociétés d'études qui font les diagnostics de territoire, moyennant quoi on se prive d'un moyen. Ça me permet de faire le pont direct avec la dernière question qui a été abordée, c'est-à-dire le problème de l'émergence de la formation des leaders et l'élévation des compétences sociétales, qui effectivement est un gros problème. Pour moi, c'est un problème qui est à relier à une question qu'on évoque rarement, qui est celle de l'entrée dans le développement. Les populations ne sont pas vierges, mais on ne viole pas une population. Elle entre dans le développement par où elle a décidé d'entrer. Et ça commande très souvent la suite. On peut voir, par exemple, des fois c'est un groupe, ça a été le cas notamment sur toutes les opérations qui partaient de la lutte contre le déclin, qui partaient de diagnostics, qui partaient de livres blancs, etc. Très souvent, c'est quand même le cas le plus général, ça part d'un leader charismatique, qui a un projet et une volonté politique de le réaliser. Le malheur, c'est que généralement, il produit au cours du temps des anticorps. Et tout le monde le suit au départ et à la fin, plus personne. C'est un peu la locomotive qui perd ses wagons. Il y a, parfois ça existe, une évolution positive et d'une procédure. C'est-à-dire au point de départ, il y a une procédure qui a été octroyée par la région, par l'État, et cette procédure arrive à faire mouche et à mobiliser autour d'elle des gens. Et puis, dans des cas très rares, on pose les problèmes territoriaux, on a besoin de vendre, entre guillemets, le territoire pour le tourisme, pour accueillir des entreprises, etc. Alors, en fait, depuis une bonne trentaine d'années, si ce n'est plus, on est passé d'une logique qui ne concernait que les formateurs et les entreprises, qui était le lien formation, emploi, entreprise. Entre la formation et l'emploi, on avait de la part de la puissance publique des aides à la personne, et entre l'emploi et les entreprises, on devait trouver avec les instituts de formation des réponses aux besoins de qualification. Tout ça a été considérablement chamboulé depuis 30 à 40 ans, et on est maintenant dans un système où on lie formation, activité, territoire. Entre la formation et les activités, il y a des besoins d'aide aux projets professionnels. Entre les activités et le territoire, il y a des problèmes d'aide aux projets de territoire. Et donc ça a posé, et ça pose encore un gros problème aux institutions de formation en termes de compétences des personnels et en termes de financement. Bon, de toute manière, c'est à travers cette révolution quasiment copernicienne que se pose le problème aujourd'hui des territoires et du rôle des acteurs publics des territoires. En effet, et donc de la gouvernance territoriale. En effet, c'est les acteurs publics qui peuvent disposer d'appui aux initiatives et d'aide à l'installation, mais aussi, à travers le management territorial, ils agissent sur l'ancrage des activités, sur la responsabilité citoyenne, créer un milieu propice aux initiatives et aux coopérations,
et ils interviennent de manière lourde sur la qualification du territoire, aussi bien dans des démarches de qualité totale des territoires, qu'à travers, comme l'a dit Brigitte, la naissance d'une identité partagée, qu'à travers le fait de mettre en place tout un tas d'actions qui sont extérieures aux entreprises, accueil des actifs, logement, école, lieux culturels, etc., pour attirer et retenir entreprises et travailleurs. Vous avez partout en France des territoires qui n'ont pas de problème d'emploi, mais qui ont des problèmes pour recruter des salariés. Et le problème de recrutement de ces salariés dépasse infiniment le simple problème de les former. Oui, globalement, voilà mes réactions sur cette question qui est toujours à remettre en chantier et qui pose fondamentalement et malheureusement un problème qu'on connaît tous en France. On l'a vu encore récemment avec le problème des gilets jaunes et encore plus récemment avec d'autres problèmes, un problème de rénovation de la démocratie locale qui est au cœur, pour moi, du territoire apprenant. Merci. Merci René Caspar. Et cette dernière phrase nous interpelle évidemment, je pense aussi chacun d'entre nous, après les scrutins que nous venons de vivre dans les départements et les régions avec le taux d'abstention aussi historique que celui que nous avons connu. Voilà, qui est évidemment un vrai sujet qui, je pense, interpelle et doit interpeller chaque citoyen et chaque décideur. Merci à tous pour l'ensemble de ces interventions, de ces contributions qui, je crois, étaient tout à fait passionnantes et ont ouvert beaucoup de pistes de réflexion et bien illustré également la pertinence du travail que nous avons engagé les partenaires de territoire apprenant sur ces questions. Voilà, donc il est 12h50, je pense que le temps est à peu près venu de conclure. Je vous remercie tous, merci à tous nos contributeurs, tous nos intervenants et tous les partenaires de territoire apprenant. Je ne sais pas si Yang, en tant qu'animateur, tu souhaites dire un mot de fin, et sinon, au revoir à tous. Yang descend, donc voilà. Juste un mot aussi pour te Oui, remercier, Laurent. je t'en prie, avec plaisir. Et puis, bah, J'aurais vraiment été avec vous avec grand plaisir, mais comme je vous l'ai dit en introduction, voilà, par chance, je réussis à me connecter ce matin. Je vous assure que la situation à Beauvais, puisque j'habite à Beauvais ce matin, est tout à fait impressionnante. Voilà, nous avons un magnifique territoire à Beauvais également, qui se développe d'ailleurs avec des pôles de compétitivité tout à fait intéressants dans le machinisme agricole autour d'Unilassal en particulier. Mais aujourd'hui, on est très abîmé par la grêle et l'excès d'eau de la nuit. Voilà. merci d'autant plus alors d'être là et aussi pour toutes les personnes qui sont intervenues. Merci aux intervenants et aux partenaires de Territoire Apprenant. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Et à grand plaisir avec l'ensemble des autres partenaires de nous retrouver. À bientôt. À bientôt. Bonne journée, au revoir.